Bien le bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous sportif hebdomadaire Samedi Sport. C'est maintenant sur les ondes voyageuses d'Innov Télévision. Nous sommes heureux de vous avoir encore pour ce nouveau périple où nous traitons les différents sujets d'actualité sportive. Aujourd'hui à l'ordre du jour, deux thématiques. On parlera d'abord de ce combat entre Parker et Bacolé, un combat qui a laissé couler encre et salive. Beaucoup des amoureux de la boxe, certains en parlaient d'un combat truqué, d'autres en parlaient d'un combat où Martin Bacolé avait juste besoin de faire impression et remplir ses caisses et partir, voulais-je dire. Donc on est là pour essayer d'en savoir un tout petit peu plus. Et pour terminer cette émission, j'étais un clin d'œil au tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale qui pointent à l'horizon. Et pour ce faire sur ce plateau, Claudia Mangula, comme à l'accoutumée pour la deuxième fois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis qui nous suivent à la maison. Je suis très content comme toi de me retrouver ici autour de cette table et discuter sport. Super, et à ma gauche, Patrick Bouéré, après un moment de répit. Tu es encore là avec nous. Bonsoir. Bonsoir Samuel Moutoni et bonsoir à la personne avec qui je vais partager ces plateaux pour la toute première fois sur Innov Télévision. Je pense que ça s'annonce réellement. Je suis très content et je salue également tous les téléspectateurs d'Innov Télévision qui sont de partout dans la capitale Kinshasa en train de nous suivre. Allez, le plaisir également est pour moi de vous avoir vous deux et également vous, chers téléspectateurs, qui êtes là nombreux pour entendre nos différentes analyses sur ces deux sujets d'actualité. On va débuter incessamment, mais avant cela, c'est élément et on revient tout juste après. Martin Bacolé, aucun nom en RDC ou en Afrique ne résonne comme le sien dans le monde de la boxe actuellement. Défait la semaine dernière par Joseph Parker, juste après 2 rounds, la participation du Congolais à ce combat divise l'opinion. D'un côté, c'est le pour de l'accord de l'équipe des Bacolé à un deal comme celui-là, alors que la sollicitation a été faite 48 heures avant la tenue du combat. Rappelons-le, prévu au départ entre Joseph Parker et Daniel Dubois. Ce dernier cédant sa place à cause d'un cas de maladie. Pourquoi ont-ils accepté ce combat avec un deal de préparation aussi court? On se pose la question. D'un autre, c'est les gains de la soirée. Un pactole qui n'a pas pu s'empêcher de zapper côté protagoniste. 600 000 $ pour une soirée où les millions résonnaient du côté d'autres challengers. Mais aussi, on le sait tous que Bacolé a un combat crucial au mois de mai contre Efe Adjagba. Risquer de perdre est une décision qui ne devrait pas être prise avant ce fameux combat. Quoi qu'il en soit, le palmarès de Bacolé est-elle des détails intéressants. 21 combats depuis 2014, 2 défaites contre 19 victoires, 11 par KO technique, 3 par KO, 2 par décision partagée et 1 par décision unanime. Martin Bacolé a été défait par Parker, deuxième défaite de sa carrière en pro, un combat qui a laissé couler encre et salive. Je vais commencer avec vous, Claudia Mangula. On ne s'attendait pas à ce combat. On voyait un monsieur qui se pavanait dans les rues de Kinshasa parce que, il avait besoin de répit. Le prochain combat était en mai. Mais là, on l'appelle, il doit remplacer Dubois qui est malade. Vous vous attendiez à ce qu'il accepte de combattre malgré qu'il ne s'était pas préparé ou vous avez été étonné comme la majeure partie de personnes? Bon, je pense que je vais partager mon avis. S'il fallait combattre pour espérer garnir un tout petit peu les palmarès et les statistiques, je pense qu'il n'aurait pas dû accepter cela. Si peut-être c'est pour réaménager son mall qu'il est en train de construire en télé. Ah bon? Oui. Donc rajouter un budget lucratif pour vous. Justement, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs au cours d'une vidéo qu'il a envoyée sur les réseaux. Donc, à 2 jours, 48 heures du combat, son équipe reçoit une invitation d'un combat qui a été déjà préparé depuis longtemps. Vous vous souviendrez de la dernière victoire de Daniel Dubois. Donc, c'est depuis longtemps qu'il était au courant de ce combat. Et aussi Joseph Parker qui, évidemment, voulait rencontrer Dubois lors de cette soirée. Donc, c'est-à-dire que je pense que Bacolé était vraiment conscient de ce qu'il attendait. Et il fallait un miracle pour le voir remporter un match comme ça, bien que les avis sont partagés. Donc pour moi, c'est d'un côté professionnel où les statistiques pouvaient compter, il n'aurait pas dû y aller. De l'autre, s'il faut remplir son mouchachino, comme on dit souvent, c'est Akil, il pouvait peut-être partir et faire ce qu'il a fait. Allez, Patrick Bouéré, est-ce que Bacolé était dans une position désespérée pour prendre coûte que coûte ce combat, ou bien il aurait dû garder son aura et peut-être viser plus tard?
Je pense que si c'était juste pour garnir son palmarès, il n'allait jamais accepter. Et si on s'attelle à ce qu'il a dit avant les combats, pour dire, il a d'ailleurs demandé à ses supporters de ne pas le tenir rigueur, puisque c'était dans des conditions qu'il ne pouvait pas refuser catégoriquement, parce que la proposition, d'ailleurs, selon lui, était colossale. Il pouvait pas, en ces moments-là, refuser l'offre et la main tendue pour sauver la soirée. D'ailleurs, quand je prends la parole de l'organisateur, juste pour sauver la soirée, une soirée qui allait... Sauver la soirée et tuer Bacolé. Bien sûr, mais... S'il refusait, on allait trouver quelqu'un d'autre. Excuse-moi, Patrick. Ça, je pense pas. Je pense que l'organisateur a bien coché Martin Bacolé, puisqu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de challengers. Je vais vous mettre les mots dans la bouche. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup des amoureux du noble art qui ont parlé de complot. Pour eux, ils disent qu'il y a toujours des histoires comme ça quand il y a un boxeur qui fait l'unanimité. Bacolé aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on attend voir dans les hautes sphères. C'est quelqu'un qui a un parcours honorable, qui titille les grands. Lui-même, il a dit dans cette sortie médiatique que ces personnes n'aiment pas combattre avec lui parce qu'ils ont peur. Il a été plusieurs fois leur partenaire de sparring pour leur préparer pour leur combat. Ils ont toujours peur de l'affronter. Bacolé, c'était quelqu'un d'honorable. Mais après, il y a une proposition comme ça qui ne respecte pas les règles mêmes d'un combat de boxe. Ils ont parlé même de l'histoire de Ngannou qui était sur un piédestal et puis après, on lui propose un truc en boxe et il tombe comme du n'importe quoi. Les gens disent que c'est un complot pour essayer d'éteindre ces, en guillemets, noirs qui, pour eux, ne devrait pas atteindre les cimes de ce noble art. Oui, c'est un complot. Quand je parlais de la classe anglaise, d'ailleurs, la preuve, ils ont mis l'exergue sur l'argent, alors que, voilà, s'ils avaient dit autre chose, ils savaient qu'il allait refuser. Pourquoi parler de l'argent? Parce qu'ils ont su qu'il était dans une position délicate et au regard du paquet, il pouvait pas refuser. Ils savaient qu'il construisait un truc à la télé. Pourquoi j'ai dit que pourquoi j'ai dit que pour d'autres combien ils le donnent, non, quand il est pourquoi j'ai dit que pour d'autres boxeurs ça allait être compliqué puisqu'ils ont bien coché Martin Bacolé en termes d'image. Vous savez, aujourd'hui c'est très difficile d'aller convaincre un boxeur qui est en train de monter en puissance. En termes de classement, on sait que Martin Bacolé était compté parmi les meilleurs au monde. Et avec son aura, on savait que Martin Bacolé ne pouvait pas non plus résister par rapport à la somme proposée. Et c'est là que l'organisateur a eu raison d'aller chercher Martin Bacolé. Mais revenons par rapport à la préparation d'un combat. Dès 2 jours avant le déroulement d'un combat, il dit d'ailleurs à ses supporters de ne pas tenir rigueur par rapport à ces combats. Et il dit d'ailleurs que ne considérez pas ces combats comme les précédents combats. Ça, c'est déjà un langage fort en termes de communication pour dire que c'était quelque chose qui était préparé. La boxe aujourd'hui, ce n'est pas que le combat qui se déroule sur les rings. Il y a aussi des multimillionnaires qui arrivent à parier ailleurs et après les combats. Et donc, moi, je me dis que c'est un combat qui était déjà préparé et c'est un scénario qui était préparé d'avance. Si on doit suivre la communication de Martin Bacolé au début, avant le combat, après le combat et ce qui s'est fait justement tout juste après le combat, on le voit prendre le vol à Kinshasa et où direction de là où il est en train de construire. Même pas que le combat traîne. Mais c'est juste c'est de la communication, c'est de la communication et il met 2 rounds pour un boxeur du trempe des Bacolé. Mais regarde, du premier, il était quand même vif. Vous aviez vu qu'il était réactif au coup de Parker. Ça montrait pas l'image de quelqu'un qui voulait en découdre rapidement. Bien, ça allait mal sonner. Si on comprendrait s'ils étaient déjà 5e, 6e, 7e round. Non, mais en termes de résistance, puisqu'on sait la résistance d'un boxeur tel que Bacolé. Deuxième round. Il était en surpoids. Surpoids ou pas, aujourd'hui c'est un athlète qui s'entraîne, même si il ne préparait pas un combat, mais il s'entraîne régulièrement. Oui, bien sûr, il s'entraîne régulièrement et il a une résistance. Le voir tomber pour un coup que moi je trouve un tout petit peu faible, comme un scénario déjà vu. Je trouve que c'est vraiment très difficile et c'était juste pour de l'argent qu'il l'a fait. Claudia Mangoula. Déjà, je partage pas son avis avant. D'accord, je vais vous donner les mots. Restons sur les faits. Ouais. Est-ce que un Bacolé pas préparé n'est pas égal à un Dubois malade? Parce que là, on a l'impression que le 2 n'était pas en posture de se battre. Pourquoi on doit croire que Bacolé, qui ne s'entraîne pas, qui n'est pas prêt pour un combat, peut se tenir devant un athlète comme Parker qui préparait à combattre Dubois,
On accepte qu'ils se battent, mais on accepte que Dubois Malade reste là. Et aussi, je voulais renchérir par rapport à cela. Vous ne trouvez pas que Bakole a été trahi également par cette motivation de reconnaissance? Il se dit que voilà, je suis un grand, j'ai un gabarit, je peux titiller tous ces vieux, mais on me donne pas d'opportunité. Je vais leur prouver que même si je ne m'entraîne pas, je suis capable de mettre Parker KO. Et ça sera un message pour qu'ils comprennent que quand je suis en face de n'importe qui, je suis toujours le même qui peut réussir. Je pense que non. Je ne sais pas s'il avait cette motivation de dire qu'en allant combattre, il a dit avant le combat, il a dit « je suis là pour vous surprendre ». Nous surprendre en étant sur un ring avant le mois de mai, parce qu'on l'attendait au mois de mai. Mais remporter un combat comme ça, difficile. Je vais vous rejoindre sur le fait qu'il avait la même posture que Dubois Malade. En tout cas, oui, parce que c'est préparé chaque jour avec pour garder la forme. Oui, mais c'est préparé pour un combat, ce n'est pas la même chose. On l'a plusieurs reprises vu quand il voulait préparer un combat. C'était, je vais préparer mon combat. Tel endroit, je vais quitter, j'ai besoin d'aller un peu D'ailleurs, il a dit à Kinshasa, il était revenu juste pour voilà des soucis administratifs, il avait besoin d'un visa pour aller se préparer aux États-Unis. Ouais. Et c'est par ici qu'on l'a appelé chez son manager pour lui parler de ce combat. Justement, j'allais d'ailleurs arriver là. Je pense que c'est une décision, s'il faut prendre l'équipe entière, c'est une décision qui n'est pas assez réfléchie et assez précipité, ou peut-être qu'il y avait l'intérêt de l'argent par tout le monde. Peut-être qu'il y a le coach qui a motivé, le manager également. C'est toute une équipe qui... En croire ses mots, je vais vous aider, il a dit que l'organisateur de cette carte, c'est le même qui organise son combat qu'il livrera au mois de mai avec Effet Adjaba, le Nigérian. Ouais. Voilà. C'est le même. Donc pour lui, dire non à une personne qui lui a promis 3 combats de suite qui pourraient lui donner beaucoup plus de visibilité, il n'était pas en posture de le faire. Donc quand on l'a appelé, c'est comme s'il ne pouvait pas dire non. Il était buté à ce souci de faire plaisir à cette personne qui lui a donné cette opportunité de se battre pour finalement être un challenger pour le titre. S'il est au courant de la façon de cette promotion de marché, je pense que pour moi, Bakole doit être tout le temps prêt pour un éventuel combat. Parce que, rappelons-le, il a dit son objectif après avoir battu Takam, après avoir battu Yoka, c'est Anthony Joshua. Tout le monde le sait qu'il est en train de chercher Anthony Joshua. À plusieurs reprises, je crois qu'il a été surpris en train de se chamailler peut-être avec Daniel Dubois. Dubois, oui. Voilà. Mais c'est Anthony Joshua qu'il cherche. D'ailleurs, Joshua était là, on l'a vu, son rire moqueur. Voilà, il était à côté du Zik. Ébahi après avoir voilà. vu ce chaos. Mais la priorité pour moi, pour nous tous, on sait que la priorité pour Bakole, c'était le mois de mai. Il sait quand est-ce qu'il devrait commencer la préparation de ce combat. Accepter ces deals, c'était un risque, tout comme Daniel Dubois pouvait prendre les risques de la même façon. Là, je vous rejoins totalement et je me dis que personnellement, je m'attendais à ce qu'il perde, mais pas de cette façon. Deuxième round. Seul, hein. Ouais, deuxième round, c'est déjà aujourd'hui. C'est trop tôt. Au niveau comme ça, deuxième round, on en a vu, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. On va prendre sa réaction. Il a été ouvert. Oui, oui, mais le coup, non. On en parlait après le combat. C'était d'ailleurs. On peut voir les images même en ralenti. Moi, dans mon émission, j'ai mis cette image en ralenti pour que les gens à la maison puissent juger. Parce qu'il y a des gens qui disent comme vous que il est kakamouké. Bon, je crois que la meilleure personne qui peut en parler, c'est celui qui l'a reçu. On va prendre cet élément où Martin Bakole parle de ce coup parce qu'il a ouï dire que c'était polémique. On prend cette réaction, on revient juste après. Merci beaucoup, pour le message d'encouragement et pour le soutien à Bino. Merci. Donc, tout ça qui risque. Donc, on a eu ce qui vient que tout ça risque, tout ça qui risque. Donc, et comme l'émission. Il y a un moni qui n'a coûté et neutraliser la macro, vraiment. Donc, dans l'année bien, on le battait. Tout ça risque. Alors, Zambé, Akumama, tout ça bien, tout ça un problème. Donc, la Staline peut se venir remercier. Donc, ma réunion, surtout, j'ai ramené tout ça qui risque de tout coup, ma réunion, surtout prévenir que Boutala, tout Bundi, n'a gagné à Boutossus. Et là, il gagne à Nangate. Donc, ma réunion, surtout, qui est un peu pressé, quoi.
Et pour féliciter les excuses, pas qu'à gagner. Donc, mon hélico fité, non, pas hélico fité. Donc, félicitations à Paka. Et puis, merci pour notre soutien à Bino. Nous avons comme un hôtel, un appartement, un alala. Lobby, vol, on a vu le lobby pour la Kinshasa. Merci, merci, merci. Nous soutien à Bino, un message à Bino, nous surtout. Et ça, sport. Les Londres na yogi pene na beta baninga musukawo bayoka pour la première fois na yogi pene baninga bayoka bon mitungisa te et combat na biso à mai et à maintenir donc tous na entraînement pour la préparer mais o ezalaki eloko moko kaka bino moko nayebisaki bino déjà que non tozondimango pour proposer biso basengaki service donc l'adversaire s'est préparé qui vient avec qui est en forme donc biso toyaki kaka mpona kosala ki soirée ebonga et puis ebeba te mpo soki adversaire babengaki tout le monde moto aza te soki adversaire azala te soirée eningaki et peut-être risqué kozala alors napesi kaka bino bamerci mingi merci pour notre soutien merci pour le message nakuti bamessage ebele encouragement merci mingi donc eza combat eza sport donc topoli lelo mais eza fin du monde te tozozonga lisusu donc tozozongela tozorisque. Vous venez de l'entendre, la personne qui a reçu le coup a eu les mots justes pour expliquer ce qui s'était passé. Claudia Mangoula, je commence avec vous. Bakole a dit, là on l'a touché, c'était possible qu'il devienne paralysé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le coulisses, on parlait de l'histoire de Pritchard Colon. Vous vous dites que c'est derrière la tête, mais moi je dis que toutes les zones qui ne sont pas au visage, c'est vraiment très risqué. Mais bon, Patrick ne partage pas le même avis. Selon Patrick, le coup là, il soit qui était. Maintenant, si on doit tenir compte, on doit faire une étude comparative entre Richard et Bakole. Vous voyez, juste après le combat, ce qui est arrivé à Richard et à Bakole. C'est quelqu'un qui était en train de parler. C'est quelqu'un qui était en train d'expliquer un scénario qu'il avait monté tranquillement. Et en face, on a quelqu'un qui a réellement reçu un coup. Je me pose la question. Si ce n'est pas à cause de l'argent, pourquoi est-ce que Bakole a accepté ces combats? C'est compliqué, puisque voilà. Donc, pour un boxeur, il a raison pour un boxeur, il n'y a pas que gagner les combats qui comptent, c'est aussi l'image. Puisque pour Bakole, pour avoir des grands challengers, pour gagner beaucoup d'argent, il doit à tout prix soigner son image. Et soigner son image veut dire justement ne pas prendre des risques pour des combats, où il va perdre si facilement. Puisque lorsqu'on perd des combats face aux challengers qu'on cherchait depuis longtemps pour affronter, ça réduit un tout petit peu de crédibilité sur la scène internationale. Oui, mais quand cette organisation elle est comment? On parle d'un contexte qui est assez différent. 2 jours avant, tout le monde le sait. C'est là où j'ai dit que c'est un scénario monté depuis le début. Puisque avant le combat, l'organisateur le promet de dire le combat d'aujourd'hui n'aura pas d'impact pour celui de mai. C'est ça, c'était ça qui avait donné beaucoup plus de crédit et beaucoup plus d'assurance à Bakole. Parce que vous savez qu'il y a un quota, il y a des points, il y a un classement. Bien sûr, c'est là où je dis que pour que Bakole accepte ces combats, il a eu beaucoup plus des résultats ou des retours de la part de l'organisateur. On va essayer également justement, de parler de la raison pour laquelle moi je critique son équipe. Voilà pourquoi on propose à son boxeur un combat comme celui-ci, tout en sachant que il n'est pas en forme, il ne s'est pas préparé pour cela, et surtout en mettant de l'accent sur l'aspect lucratif. Il n'y a pas une autre explication. Moi, j'ai l'impression que on l'a descendu. Parce que déjà lui-même, vu qu'il en parle, il dit c'était à cause de l'argent. Et cette somme-là, si on doit se dire, il y a peut-être pas 2-3 boxeurs de son calibre qui ont ça comme cachet. C'est le plus petit qu'il reçoit. Mais il est prêt à aller se battre en surpoids 48 heures juste après qu'on l'ait appelé, juste pour cette somme. Vous ne voyez pas que dans le futur,
on ne verra pas un Bakole capable de dire non à une offre qui ne sera peut-être pas proportionnelle à son niveau. Moi, je pense que après tout, même si l'équipe je lance un message de fair play pour montrer que je suis prêt à aider. Ou à sauver la soirée, disons. Voilà, à sauver la soirée et que comme moi j'aurais un pépin, ils seront aussi prompts à suivre ma direction. Même si l'équipe peut prendre une décision, l'équipe peut conseiller, mais la dernière décision revient à Bakole. Oui. Je suis en train de voir comme si on cherche à dédouaner les responsables, qui est Bakole, les responsables. Non, je pense qu'on l'a convaincu. C'est comme si cette décision, il a pris la décision, mais l'explication du contexte. Oui, bien sûr que c'était à cause de l'argent. Celui qui a la même mise sur la boxe aujourd'hui. Et il dit que la somme proposée est difficile à refuser. On comprend directement que c'est sa propre décision. Vous connaissez toute la pression qu'il y a autour de plusieurs athlètes congolais en sport, en boxe, etc. S'il fallait qu'il y ait un acteur pour se justifier de cet acte ou peut-être de cette action ou de cet événement, ce ne sera pas les coachs de Bakole ni les managers, ce sera lui-même. D'où je parle de l'instrumentalisation ou peut-être l'influence qu'a eu son équipe sur déjà sa décision d'accepter ce combat. Et ensuite, vous savez que c'est le sport et aussi c'est un monde médiatique qu'il faut à tout prix organiser pour ne pas qu'il y ait des zones d'ombre. Vous pouvez avoir raison sur le fait que c'était une manigance, un scénario comme vous l'avez dit. Mais après, même les scénarios, ça s'arrange. Et je pense que faire 2 lives successifs, je crois que c'est 2 lives, un live avant d'accepter le combat, après avoir accepté le combat, il a fait un tour à Kinshasa ici où il s'entraînait, je sais pas moi quoi. Il était déjà en train de préparer son public. Après, il s'en va. À un scénario si c'est vraiment ça, moi je le dis. S'il sait qu'il va perdre, pas de cette façon, je garde toujours ma décision. S'il sait qu'il va perdre, mais quand même pour dire que j'ai fait l'effort de vous avertir, premièrement, j'ai fait l'effort de m'entraîner, j'ai été quand même brave pour aller jusque là-bas. J'ai eu une pesée assez spéciale parce que c'était pas officiel, il fallait qu'il perde encore du poids, etc. Mais malgré ça, j'ai perdu. S'il fallait créer un scénario comme ça et puis faire le deuxième live juste après ce combat, voilà, je vous accorde que voilà, il savait qu'il allait perdre, mais c'est cette façon-là qui m'étonne un peu. Moi, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est juste que c'est sa façon d'expliquer en réalité. C'est l'enchaînement avant le combat et comme après si le combat. Script, quoi, en réalité, il a enchaîné presque une idée qui était conçue avant le combat. Et jusqu'à la fin, c'est là où je suis inquiet. Et je donne l'exemple. Quand on se demande par rapport à la prise des décisions pour accepter ou pas le combat, je prends l'exemple de Cédric Bakambu qui n'a pas eu c'est pas les mêmes terrains, mais en termes d'argent, ne réfléchit pas. Cédric avait plusieurs propositions en Europe avant d'aller accepter l'offre de la Chine. Donc, lorsqu'on doit prendre une décision en fonction de l'argent, peut-être on s'est dit, est-ce qu'on aura encore prochainement l'offre qui se présente sur la table? C'est peut-être aussi ça, c'est que Bakole a réfléchir. Et je vais refuser, moi je pense que je vais vous rappeler que Bakole, on a parlé de l'histoire des $100 000 ici en République démocratique du Congo. On sait comment on a traité Bakole pour un $100 000. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a plus que ça, et je sais pas à combien de fois plus que c'est que les Congolais ont eu à dire tous les mots sur Bakole pour un $100 000. Un $100 000 de la caisse de l'État. Bien sûr, on n'en disconvient pas. On va pas entrer dans ça, mais je suis juste en train de dire que c'était l'offre présentée pour Bakole était vraiment très difficile à refuser, et on doit accepter que c'était un scénario préétabli. Voilà, pour Bouéré, un scénario préétabli, Claudia dubitatif. Il croit que l'homme a quand même été achevé. Ce coup était tellement fort. On termine sur cette note pour ce premier sujet. On va continuer cette émission, cette fois en parlant du football. Les tirages au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions est connu. On va essayer de jeter un coup d'œil dessus, mais avant cela, cet élément pour vous peindre et on revient juste après. La plus grande compétition de football en Europe a donné son verdict après le tirage au sort de ses 8e de finale. Après une première avec une phase classique en classement direct impliquant 36 leurs droits. L'un de deux gros duels impliquant deux clubs de la même ville, Real Atlético, c'est toujours une autre histoire. En la matière, Liverpool s'est qualifié de la très belle de manière pour ses 8e de finale. Mais en outre, il y aura Benfica Barcelone, Borussia Dortmund Lille, PSV Eindhoven Arsenal, Feyenoord Inter Milan et Club Brugge face à Aston Villa.
De retour sur ce plateau pour continuer ce numéro de Samedi Sport. Maintenant, on va parler foot. Les 8e de finale de la Ligue des Champions sont connus. S'il faut faire un recap sur le tableau, il y a Club Brugge qui va affronter Aston Villa, Dortmund face à Lille, le Real de Madrid sera face à l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich face au Bayern Leverkusen, le PSG face à Arsenal, Feyenoord face à Inter, Paris Saint-Germain face à Liverpool et pour clôturer Benfica face au Barça. On va essayer de tabler sur les matchs alléchants pour ne pas s'éterniser sur ces plateaux. On va commencer par le Real de Madrid face à l'Atlético de Madrid. Je commence avec vous, Bouéré. Affiche qu'on a vraiment eu l'habitude de voir en Ligue des Champions et on a toujours vu l'issue de ces rencontres. Le Real de Madrid a toujours fini par gagner. Est-ce que cette saison, vous voyez l'Atlético de Madrid changer la donne, vendre une très belle image et éliminer le champion en titre? Le Real Madrid a un peu plus ce qu'on appelle la force de l'histoire en Ligue des Champions devant l'Atlético de Madrid. On ne doit pas oublier que c'est une rivalité entre deux meilleurs clubs d'une ville. On parle de l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Si on s'en tient à ce qui s'est passé cette saison en Liga, c'est deux équipes qui ne sont pas très loin en termes des compétences, en termes des résultats sur le terrain. On a vu, je donnerai l'exemple de l'histoire, quand on parle de la force de l'histoire, le FC Barcelone qui avait toujours du mal, comme bête noire les Bayern de Munich, et cette saison, on a vu que cette relation a été rompue avec une victoire, bien sûr, avec une victoire barcelonaise. Ah, c'est quand même un match, je n'ai pas craché sur cette performance de Rafinha. Non, mais faut pas dire ça. J'ai juste précisé. C'était en phase de groupe. On comprend. On comprend. Et je poursuis cette réflexion pour dire, sont deux clubs qui ne sont pas très loin, en tout cas. Le Real Madrid a débuté la saison de la plus mauvaise manière. Il n'y avait pas assez de cohérence entre ses attaquants, le milieu de terrain et la défense. Mais là, on a vu une année 2025 où la Maison Blanche a commencé avec une sérénité, avec des attaquants qui commencent à retrouver leur meilleur niveau. Je parle bien sûr d'un Kylian Mbappé, même si à un certain moment, on est en train de constater que Vinicius est en train de régresser de plus en plus. Mais ça reste une équipe très compact. Quand on parle de Bellingham, on a également Vinicius Junior, on a Rodrigo, on a Kylian Mbappé. Si ces quatre fantastiques sont en forme, je pense que l'Atlético de Madrid aura beaucoup plus de dangers en face. Et on a un entraîneur qui maîtrise beaucoup plus ce genre d'événements, El Cholo Diego Simeone, qui a d'ailleurs rappelé encore au courant de la semaine devant les FC Barcelone en Copa del Rey que la formation de l'Atlético de Madrid pouvait rivaliser face à n'importe quel club. Exactement. Donc on s'attend à une rencontre de 8e de finale très 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 solide entre ces deux formations. Faudra pas que le Real Madrid se fie à l'histoire, puisque le football peut briser l'histoire à tout moment. On peut briser l'histoire à tout moment. Claudia Mangoulès, est-ce que vous êtes du même avis? On a toujours eu ces matchs être très tendus entre le Real de Madrid et l'Atlético. Une stat pour donner du plaisir à nos téléspectateurs. La statistique, elle est très focalisée sur cette atmosphère tendue, mais on va prendre particulièrement l'aspect carton jaune ou carton rouge. Exceptionnellement, depuis que ces deux équipes se rencontrent en Coupe d'Europe, je le rappelle, il n'y a eu aucune expulsion. Je vais préciser, en 2014, les deux équipes se sont rencontrées en finale, rappelez-vous, 4-1 score final, c'était 12 cartons jaunes, 0 expulsion. En 2016, c'était la finale à Milan, à San Siro, 8 cartons jaunes, 0 expulsion. En 2017, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois. La première fois, c'était au Santiago Bernabéu en quart de finale. 4 cartons jaunes, et la deuxième fois au stade Vicente Calderón en quart de finale retour, c'était 6 cartons jaunes, toujours 0 expulsion. Et en 2018, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était en Super Coupe d'Europe. Alors le Real Madrid s'était incliné 2-4 et il y avait 4 cartons jaunes et encore 0 expulsion. Mais c'est étonnant, donc tout ce qu'on regarde l'Atlético, on s'est dit, voilà, il y a des gars vifs, c'est vraiment tendu, mais 0 expulsion, c'est quand même quelque chose, c'est une preuve que cette rencontre sera très tendue, les nerfs seront vraiment à chaud, et je crois que la meilleure équipe sera celle qui va essayer de mettre un peu plus du tempo dans ses réactions. Voilà, tout ce qui fait encore la beauté de ce football, c'est l'histoire comme vous l'avez souligné, mais aussi les contextes. La presse joue un rôle important. Exactement. On parle d'un côté où le Real Madrid est toujours favorisé, de l'autre, comme l'histoire le dit, mais il faut le dire, le Real n'a pas
jouer gros hein, cette saison. La classe. On va pas parler du match contre Man City. On sait ce que c'est aujourd'hui Manchester City. C'est presque, j'ai l'impression que c'est le test gros au vu de la compétition aussi, parce que l'Atlético de Madrid a tenu tête au Real en championnat. C'est 2 matchs nuls à l'aller comme au retour. C'est quand même un match aussi important où on peut voir si ce niveau-là, si le Real a quand même pu retenir ses leçons après ces 2 matchs nuls. Je pense que je vais encore revenir sur ce que je disais. Donc, tout rentre en compte. C'est le contexte habituel, le contexte actuel, pardon, où le Real n'a pas bien commencé la saison, comme Borré l'a souligné, et qu'il faudrait confirmer, évidemment, face à un gros poisson. L'Atlético de Madrid est là, et dans un autre contexte, c'est aussi une façon de sauver la saison pour le Real, mais de l'autre côté de l'Atlético, c'est pour confirmer sa bonne forme. On rappelle encore que l'Atlético joue le haut du tableau en Liga, très serré d'ailleurs avec le Barça et le Real. À un certain moment, l'Atlético était premier. Vous avez un week-end où on est premier samedi et le dimanche, on est peut-être 2e ou 3e. Mais aussi, il va falloir voir la rivalité qu'il y a personnellement entre l'entraîneur de l'Atlético face au Real Madrid, puisque ça va faire plus de 15 années que cet entraîneur-là veut battre le Real en Ligue des Champions, et ça ne marche toujours pas. Mais c'est l'un des meilleurs aujourd'hui, mais avec ce palmarès, s'il avait gagné ces 2 Ligues des Champions, il aurait été encore plus mieux. Je me rappelle un jour, il a dit devant la presse que il aurait été l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur si le Real n'existait pas. Mais imaginez, c'est une blessure qui ne se pense pas depuis le temps. Hein. Imaginez en 2000, d'ailleurs, Claudia l'a dit, en 2014, il ne restait plus que 2 minutes, si je ne me trompe pas, pour que l'Atlético remporte le match. Et on a vu un Sergio Ramos qui est sorti de nulle part. Et après les scores, c'est 4-1 en faveur du Real Madrid. En 2016, la finale, c'était à Milan, si je ne me trompe pas, un partout. Avec à un certain moment, on s'est dit qu'ils sont pas très loin. Oui, bien sûr. Non, exactement. À un certain moment, on s'est dit, pendant les matchs, il y avait aussi un peu. À un certain moment, on s'est dit qu'ils sont pas très loin, mais il y a toujours les Real qui arrivent à remporter. Et ça, c'est l'aspect psychologique, l'aspect histoire, quand je l'ai dit, pour le Real Madrid en Ligue des Champions. L'année passée, les Real a remporté la Ligue des Champions en n'étant pas la meilleure équipe en Europe. On doit se les rappeler. À tout moment, on se disait, est-ce qu'ils vont passer cette étape? Est-ce qu'ils vont passer cette étape? Et c'était à tout moment qu'ils passaient. Ils surprendraient tout le monde. Mais plusieurs ont hâte que ça termine, hein. Il y a beaucoup d'équipes en Europe. On parie pas souvent sur eux, mais après, c'était comme ça. C'est exactement Je pense que donc, le papier du Real l'année passée ne jouait pas trop en leur faveur, parce qu'on avait des inconstances en championnat, aidés par les méformes, par exemple, du Barça ou de l'Atlético, qui n'arrivaient pas aussi à enchaîner les bons résultats. Et la force de l'histoire, parce qu'on doit se les rappeler encore face au Bayern de Munich. C'est encore ces miracles-là, venus de nulle part, avec Rossellou qui nous sort un doublé monumental. C'est comme si c'était ressuscité. C'est un joueur prêté par l'Espagnol. Il fait tout, et puis il disparaît. C'est ça l'histoire. Comme vous l'avez dit, la force de l'histoire. On va passer à ce 2e match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Là aussi, je crois qu'il y a une partie de l'histoire qui entre en compte. La partie de l'histoire, c'est que à plusieurs fois, le Paris Saint-Germain n'a jamais sorti un club anglais dans une phase à éliminatoire directe. On le rappelle, c'est 3 fois que le Paris Saint-Germain a joué un club anglais. C'était Manchester City lors de la saison 2015-2016, sorti par les Sky Blues, sorti par le Red Devils de Manchester United lors de la saison 2018-2019, et enfin, sorti encore par Manchester City lors de la saison 2020-2021. Très dur pour les Paris Saint-Germain, qui est sur une très très bonne dynamique. Je rappelle, le PSG a marqué plus de buts dans son histoire en Coupe d'Europe, 7 face à Lille. C'est quand même une équipe qui est sur une bonne dynamique. Vous ne le voyez pas titiller un tout petit peu Liverpool, qui est aujourd'hui considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Justement, je pense que c'est un beau challenge. D'ailleurs, c'est l'une des rencontres que j'aimerais vraiment voir, puisque de 2 côtés, on a une équipe qui a balbutié au début de la saison, mais qui s'est très bien rattrapée, qui est très très disciplinée. Avec un Dembélé qui marque, la surprise. C'est la surprise des surprises. On misait tout le temps sur la conscience de Barcola, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait apporter. Mais aujourd'hui, il y a Dembélé, il y a João Neves, il y a tout ce monde-là qui essaye de vouloir apporter leur pierre. Le Paris Saint-Germain ne se repose pas seulement sur quelqu'un, mais c'est sur un collectif qui a aussi une finition spéciale, Ousmane Dembélé.
Ça, c'est une prouesse à mettre au compte de Luis Enrique qui a réussi de faire l'après Kylian Mbappé. On voyait le PSG être une équipe qui n'utilisait que ses atouts, qui était capable de marquer 40 buts la saison. Mais aujourd'hui, on voit Gonzalo Ramos qui sort du banc, qui marque. On voit Kvaratskhelia qui vient d'arriver et qui marque. Il y a Dembélé qui aujourd'hui nous éblouit tous. C'est le meilleur buteur de cette année. Il marque plus que n'importe qui. Vous ne voyez pas cette équipe qui a regardé City en face après avoir été menée 2-0, l'a battu. Est-ce que vous ne voyez pas cette équipe être capable de sortir Liverpool qui aussi est poussé par cette envie de gagner la Première Ligue? Et la question qu'on s'est posée, est-ce que Manchester City est l'unité des mesures qu'il faut cette saison en Ligue des Champions? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Le PSG le battre, hein. Ouais, bien sûr. Il faut le dire, c'est quand même une attaque qui réussit à faire des belles choses aujourd'hui. Et voilà, c'est beaucoup de difficultés également du côté de Liverpool qui a 2 objectifs en face de lui. PSG rassuré de gagner la Ligue 1. Je rappelle, ils sont invaincus en championnat depuis le début de la saison. Mais de l'autre côté, il y a Liverpool qui a un peu plus de valeur ajoutée à donner à la Première Ligue. Est-ce que cette capacité à ne pas gérer très bien son effectif au vu des rencontres qui seront très dures au niveau de championnat ne va pas être un point positif pour le PSG? On parle des 2 championnats très différents, la première ligue et la Ligue 1 au niveau de la France. Oui, bien sûr, mais en termes des championnats, on parle bien en termes des championnats. J'aimerais d'abord justement épingler cet aspect des choses, puisque Liverpool chaque week-end rencontre des clubs des très très grandes classes, et je ne dis pas qu'au niveau de la France il y a des clubs estimés faibles. Bon, vous les dites, mais sans le dire ouvertement. Bon, peut-être. Mais on a quand même vu ce qui s'est passé cette saison. On doit les dire. Vous avez une formation de Liverpool complètement métamorphosée avec un entraîneur qui est venu cette saison, Slot, qui a pu garder un peu plus ce que faisait Jürgen Klopp, mais qui a rajouté en lui ses idées, et on voit que ça marche, ça fonctionne. Liverpool, c'est l'équipe que tout le club en Europe était en train de craindre au début de la saison, et même actuellement. À un certain moment, même les supporters barcelonais se disaient rencontrer Liverpool en finale, est-ce que ça sera une très bonne chose? Et d'un côté aussi, la formation du Paris Saint-Germain, c'était le club idéal pour aller tester ces Liverpool des Arne Slot. Ça sera une rencontre très très disputée, je le pense, puisque vous avez en face un entraîneur comme Luis Enrique, on sait avec son impact sur le plan du jeu, et Liverpool en face également en termes de résistance et en termes de ce qui s'est fait de mieux du côté du championnat anglais. Ça sera très très serré, et je pense que le club qui sera très discipliné tactiquement va remporter cette rencontre. Allez, s'il faut donner une statistique entre Liverpool et le Paris Saint-Germain les 10 dernières années, les 2 équipes se sont rencontrées 2 fois. Une victoire pour Liverpool et une victoire pour le PSG. Je crois que, au vu de cette stats, on peut parler du 50-50 et ça sera un match très disputé. On va parler du dernier match. Une rencontre allemande entre le Bayern de Munich et le Bayern Leverkusen. Je vais commencer avec une stat qui aujourd'hui nous éblouit. Depuis que Xabi Alonso est à la tête de cette équipe de Bayern Leverkusen, 6 matchs contre le Bayern Munich, 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite. La bête noire aujourd'hui? Pour le Bayern, oui. Exactement. Pour le Bayern, oui. Et j'aimerais encore préciser, j'ai vu certains téléspectateurs nous parler d'un derby du Bayern, alors que c'est pas le cas. C'est le Bayern et Bayern. Le Bayern, les Leverkusen et les Bayern. Ils ont commenté sur votre voix off, mais après, ça reste toujours un match très attendu. Tout le monde parierait sur le Bayern Leverkusen aujourd'hui. Mais, comme vous l'avez dit, l'histoire entre 2 clubs d'un même pays dans une Coupe d'Europe, c'est pas toujours écrit de la même façon. On a peut-être vu le Bayern Leverkusen tenir tête au Bayern Munich en Coupe d'Europe, en Coupe d'Allemagne, en Bundesliga. Mais là, c'est la Ligue des Champions. On aura aussi besoin de voir ou de goûter à cette saveur où les 2 équipes vont s'affronter. Puisque jusque-là, il y a personne qui laisse personne. Aucune équipe laisse l'autre prendre de l'emprise sur soi. À domicile ou à l'extérieur, les résultats ne sont toujours pas probants. Mais c'est le Bayern Leverkusen qui a un tout petit peu le dessus par rapport à votre statistique. Allez, avant de terminer, on va vous donner à chacun 1 minute. On a 2 tableaux.
celui de gauche et celui de droite. Vous faites le choix. Vous prenez celui de gauche ou celui de droite. Pour donner vos pronostics pour les quarts de finale, je vais vous donner les matchs et vous allez choisir votre équipe qui a plus de chances de gagner. Bon, je laisse la main. Moi, je laisse la main. Bon, je prends le côté droit. Pour fan de Joseph Parker. Allez, les côtés droits pour Patrick Bouéré. Nous avons Benfica, Barcelone. On commence par ça. Vous voyez quelle équipe terminer en quart de finale? Sur le papier, les Barça est largement favori, mais il faut pas oublier que le Benfica pose toujours de problèmes au FC Barcelone à domicile. Mais je parie que le Barça va passer cette étape. Après, il y a le Borussia Dortmund et Lille qui avait réussi à battre le Real de Madrid. Dortmund qui a l'homme qui est tout fait tout flamme aujourd'hui, Guirassy. Vous voyez un match équilibré où il y a une équipe qui a de l'ascendance? C'est une rencontre très équilibrée entre deux formations. Je pense que le Borussia Dortmund est en train de revenir peu à peu, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. D'ailleurs, ils ont fait une double confrontation en rencontre des barrages de grande qualité devant la formation du Sporting Lisbonne. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée, ils peuvent justement aller chercher cette qualification. Mais il faut pas oublier, vous avez d'ailleurs bien énuméré les parcours de Lille en Ligue des Champions cette saison. Ça sera vraiment très très serré et je pense que le meilleur va l'emporter. Je ne préfère pas donner ma position. D'accord. Et il y a également Bayern Munich et Bayer Leverkusen. On vient d'en parler ici. Vous voyez quelle équipe terminée qualifiée à l'issue de ces deux rencontres? Le Bayern de Munich va passer ses tours en termes d'expérience en compétition européenne. C'est pas les championnats, puisqu'en championnat on joue pas avec l'idée d'aller se qualifier directement. En championnat on joue pour gagner 2 points. Et en Ligue des Champions, on sait que les grandes équipes ont toujours cette force de l'histoire qui accompagne derrière. Et pour terminer, Feyenoord face à l'Inter de Milan, qui est la seule équipe italienne qui est restée. Vous voyez qui terminait? Il y a une rivalité entre l'Inter de Milan et l'AC Milan. Feyenoord, c'est l'équipe qui a éliminé l'AC Milan. Et je pense qu'en termes de rivalité à Milan, les supporters de l'Inter ne voudront pas subir les mêmes faits que l'AC Milan. Et surtout, ça sera traité comme insulte pour le public de Milan, voire des Milan être éliminé par une même équipe. Je pense que ça sera une question de fierté qui se jouera pour cette rencontre. L'Inter de Milan va passer. C'est peut-être le rêve de Feyenoord, de faire... de tuer les deux frères milanais. Peut-être, ça peut aussi être le cas. Allez, on va passer avec vous, Claudia Mangoula. Il y a le PSG et Liverpool. PSG-Liverpool, je trouve que c'est un match équilibré où tout va se jouer, en tout cas pour chacune des équipes, sur sa propre pelouse. Comme vous l'avez aussi souligné ici, il s'agira peut-être de jouer sur des décès techniques et de rester en tout cas disciplinés sur les plans de jeu établis avant cette rencontre. Et puis il y a Aston Villa et Club Brugge. Vous voyez quelle équipe passer encore? Je pense que Club Brugge a beaucoup plus pas d'expérience, mais commence à avoir un tout petit peu de punch et de donner du tonus à son jeu. Ils ont goûté à cette saveur de remporter les matchs, à briller de mille feux devant leurs supporters. C'est surtout en Ligue des Champions. Ils les voient chez d'autres équipes, mais aujourd'hui, ils peuvent quand même sortir de leur cocon et titiller les clubs, le Aston Villa, même si c'est encore une équipe d'Aston Villa qui est costaud. Et puis il y a le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Vous parlerez de la force de l'histoire également, comme Bouéré. La force de l'histoire, c'est pas parce que vous avez un penchant, hein. Non, je pense que Bouéré aussi, c'est un tout petit peu contredit au début quand on parlait du Real, c'était la force de l'histoire, il faut pas miser sur ça. Mais après, lorsqu'il vient de parler il vient de parler du fait que l'histoire en championnat n'est pas toujours pareil en Coupe d'Europe. Justement. Non, mais en réalité, quand je parle de la force de l'histoire, on parle en Ligue des Champions, on parle pas en championnat. Ouais, voilà. Puisqu'en Ligue des Champions, le Real domine outrageusement l'Atlético de Madrid. C'est là où je parle de la force de l'histoire en Coupe d'Europe. Quand je parlais de la force de l'histoire entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen, j'ai aussi parlé de ça. En championnat aujourd'hui, le Bayer Leverkusen domine, mais en Ligue des Champions, là, il faudra faire attention puisqu'on a un club mythique dans cette compétition qui est les Bayern de Munich. Encore, vous voyez le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid. C'est très difficile aujourd'hui, ces dernières années, de voir le Real Madrid remporter un match devant l'Atlético de Madrid en championnat, mais en Ligue des Champions, je parierais sur le Real.
Alors, et pour terminer, il y aura PSG et Arsenal. Il faut le dire, Arsenal, c'est comme ces vieillards qui revient toujours, et puis il n'a pas toujours des résultats. Vous ne voyez pas cette saison Arsenal essayer de faire quand même mieux et aller un peu plus loin? S'il faut essayer d'aller un peu plus loin avec une équipe qui est un outsider qui est arrivé là, non pas par hasard, mais parce qu'ils se sont fait violence. Et Arsenal aujourd'hui, au vu de sa forme, ça ne carbure pas. Je pense que ça sera aussi un match à tremplin pour voir si les nouveaux d'Arsenal aujourd'hui peut vraiment arriver loin. Ça faisait longtemps qu'on avait vu Arsenal jouer peut-être la demi-finale de la Ligue des Champions, mais contre le PSV Eindhoven, ça reste encore un match. Et surtout avec l'absence de Bukayo Saka, qui est un joueur majeur du club, qui n'est pas là. Et on connaît la combinaison où la manière de jouer entre Odegaard, Saka et de l'autre côté Martinelli. Il y a l'absence des Saka. On verra comment ils vont se comporter sur la pelouse. Et pour vous, si on doit terminer avec des notes des prophètes, vous voyez qui gagnait cette édition de la Ligue des Champions? Je commence avec vous, Bourré, et vous donnez vos raisons. Moi, j'ai parié sur 2 clubs, Liverpool ou le FC Barcelone. Ah bon, et pour vous? Moi, je me conserve. Je me réserve. Vous avez peur d'être le faux prophète? Vous allez me taxer de tendancieux depuis le début de l'émission. Non, mais vous êtes libre d'avoir un avis. Je me réserve. Dans ma liberté, je me réserve. Vous voulez plus de liberté alors? Ouais, beaucoup plus de liberté de réserve. Ok, pour Patrick Bourré, c'est soit Liverpool, soit le Barça. Le FC Barcelone. En termes de dynamisme. On n'en a pas parlé, mais on va profiter en quelques minutes. Si on doit voir les lignes, on a juste abordé les tirages au sort. Ouais. On sait que le Real Madrid, s'ils arrivaient à remporter la rencontre devant l'Atlético, il y a encore Arsenal peut-être qui viendra. Et il y aura peut-être Liverpool en demi-finale. Alors que pour les Barça a beaucoup plus de liberté. Après Benfica, il y aura les vainqueurs Dortmund, Lille. Il y a encore plus de facilité. Si on doit partir en demi-finale, devant les Bayern de Munich, les Bayern aujourd'hui cette saison c'est un peu compliqué, donc la voie pour aller atteindre la finale est presque ouverte. Je ne dis pas que ça sera le cas puisqu'on sait que en compétition européenne il y a beaucoup plus de surprises, mais on reste sur les papiers, en termes de confrontations comme les tirages nous l'a donné. Je pense que le Barça a plus de facilité à atteindre la finale, ce qui n'est pas non plus impossible pour les Real Madrid, mais il y a beaucoup plus d'adversité en face pour les Real que pour les Barça. C'est comme ça qu'en termes de prophétie, je préfère plus la facilité que la difficulté en face. Voilà. Allez, on rêverait tous de voir un classico en finale, Barça-Real. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs, moi je me posais la question, est-ce impossible de voir une finale Real-Barça? Ça fera plaisir, mais il y aura beaucoup de pleurs. Une finale Real-Barça où vous verrez le Barça remporter. Pourquoi pas? Mais je vous dis que la dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés en Ligue des Champions, c'était en 2011, en quart de finale, les Barça sorti les Real. En termes de chiffres, je reste avec les chiffres. Après l'expulsion de Mourinho et de Marseille. On va pas entrer dans ce détail, ça a été un plaisir. Claudia Mongoula, un honneur de t'avoir reçu. C'était un plaisir merci, partagé aussi. Merci, voilà, pour la toute première fois. Voilà, une première, mais pas sûrement une dernière. Ça a été également un plaisir de vous avoir, vous, chers téléspectateurs, pour cette édition de Samedi Sport. On est arrivé à la fin. On vous donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.